Bien. Alors, merci d'être venu pour cette nouvelle causerie. Je n'ai pas la prétention d'appeler ça une conférence. Comme vous le voyez, je n'ai rien, j'ai rien préparé. J'ai tout dans la tête et je vais parler, je vais improviser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la quatrième de ce que j'appelais au début, j'appelais ça des causeries terrasses, parce que on le faisait sur la terrasse. Mais là, le temps ne s'y prêtait pas. J'espère que bientôt on pourra se retrouver sur la terrasse, c'est beaucoup plus agréable. Les sujets précédents, c'était donc la République de San Marino, les martyrs de l'Ouganda, qu'on va célébrer le 3 juin, les Grands Lacs africains, et aujourd'hui, je voudrais parler du génocide ou des génocides du Rwanda. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui a beaucoup compté, je dirais, dans ma carrière ou dans ma vie ces 30 dernières années. J'en suis même venu à sortir un bouquin qui est à votre disposition, d'ailleurs il est derrière Gérard, Rwanda 25 années de mensonges. Aujourd'hui je pourrais le titrer Rwanda 30 années de mensonges. Parce que tant ce bouquin que mes émissions de radio, que mes articles sur le sujet du Rwanda étaient motivés par le fait que chaque mois d'avril, j'étais exaspéré par ce déferlement de mensonges et d'inexactitudes, de demi-vérités ou de mensonges complets, ou de visions réductrices qu'on pouvait entendre à la télévision ou à la radio. Et plus le temps passe, plus les mensonges sont gros. Parce que les événements qu'on a appelés génocides se sont passés en 1994. On a célébré le 30e anniversaire de ces événements. Les gens qui étaient les protagonistes de ces événements sont soit morts, soit âgés. Beaucoup des journalistes qui ont couvert ces événements sont maintenant à la retraite s'ils sont encore vivants. Bon, moi, je vais vous expliquer que je ne les ai pas complètement vécus, les événements, puisque je suis arrivé au Rwanda après. Mais donc, les jeunes journalistes d'aujourd'hui, ceux qu'on voit sur nos différentes chaînes de télévision ou qu'on entend à la radio, n'ont pas vécu. Donc, ils se contentent de reprendre des résumés sur Internet ou autres, et ils schématisent. Alors, comme introduction, je vais vous donner un mensonge qui a été répété inlassablement ce mois-ci, ce mois d'avril que j'ai qualifié dans ma dernière émission de radio de mois des génocides, puisqu'il y a eu plusieurs génocides qui ont eu lieu au mois d'avril. Je pense en particulier au génocide cambodgien, qui a commencé le 17 avril 1975. Et ce qu'on appelle génocide au Rwanda a commencé le 7 avril. Donc, le mensonge le plus fréquemment entendu ces dernières semaines, qu'on entendait déjà les années précédentes, mais c'est revenu encore plus, c'est le génocide a fait 800 000 à 1 million de victimes, essentiellement Tutsis. Ça, c'est un mensonge énorme. Pourquoi je dis énorme? Et en disant cela, je ne suis pas un révisionniste, je ne suis pas un négationniste. Pourquoi énorme? Parce qu'en 1994, le Rwanda comptait 7 millions d'habitants. D'accord? Et la population Tutsi est estimée à environ 12%, peut-être 13% maximum. Alors faites un petit calcul arithmétique, calcul mental, ça fait du bien ça. Hein? 12% de 7 millions, ça fait quoi? Et quand je dis 7 millions, je comprends tout le monde, hein? Depuis les bébés, depuis les nouveau-nés jusqu'aux vieillards. Dans les 850 000. Voilà. Donc, si il y avait eu, dans ce génocide des Tutsis, comme on l'a appelé, 800 000 à 1 million de morts essentiellement Tutsis, il n'y aurait plus de Tutsis aujourd'hui au Rwanda. Or, le pourcentage de Tutsis aujourd'hui au Rwanda tourne autour de 12,5%. Comment ça se fait? Bon, mais enfin, il y en a qui sont nés depuis quand même. Hein. Bon.
Aujourd'hui, au Rwanda, je l'ai noté, j'ai vérifié ce matin les derniers chiffres. Au Rwanda, il y a 13 millions d'habitants, approximativement. Voilà. Donc, mais la proportion de Tutsis est toujours la même. Donc, comme je l'ai dit dans la conférence que j'ai donnée à Tournai, en Belgique, il y a 2 semaines, si mes propos sont négationnistes, à ce moment-là, l'arithmétique est négationniste. Donc voilà un exemple de mensonge. Je vais revenir dans mon développement ensuite sur le déroulé de ce génocide, mais d'abord, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'un génocide, parce que c'est un terme qu'on utilise à tort et à raison. Je me tourne vers Gérard qui le sait, parce que dans le milieu nationaliste corse, on a même parlé de génocide, entre guillemets, culturel en Corse. Bon. Je veux bien qu'on ajoute culturel, et je veux bien dire que c'est peut-être pas faux. Mais moi, je suis contre l'utilisation excessive du terme génocide. Un génocide dont j'ai oublié de parler, ayant travaillé avec le mois d'avril, c'est le génocide arménien. Puisque le 24 avril, nous avons commémoré, on a organisé quelque chose cette année à Ajaccio, à Bastia, nous avons commémoré, parce que c'est la date qui a été officiellement retenue, le génocide a duré presque 2 ans, mais on a retenu cette date du 24 avril, qui est la date de la rafle des intellectuels de Constantinople en 1915, qui a marqué le début de l'emballement du génocide dans l'Empire ottoman, la Turquie actuelle. Mais revenons donc au terme génocide, parce que à l'époque où le génocide arménien a été commis, le mot génocide n'existait pas. Il n'existait pas. C'est un néologisme qui a été inventé, qui a été formé par quelqu'un qui s'appelait Raphaël Lemkin. Ça vous dit quelque chose, Raphaël Lemkin? Non, pas du tout. C'était un juriste polonais, juif polonais, qui a été procureur de Varsovie dans les années 30, qui a fui la Pologne au moment de l'invasion de son pays en 1939, et qui a atterri finalement, enfin qui a fini par arriver aux États-Unis, dont il a pris la nationalité. Et en 1943, il a formé ce néologisme génocide. Alors 1943, ce n'est pas une date anodine, c'est l'époque où M. Lemkin et beaucoup d'autres commençaient à recevoir des informations terribles sur ce qui se passait en Pologne, dans les camps d'extermination des nazis. Alors, génocide, ça vient, il a utilisé une racine grecque, génos, qui en grec ancien signifie lignée, famille, clan, et certains ont ajouté le mot race. Pourquoi pas? Bon. Ça couvre tout ça. Et il a pris un suffixe latin, cide, qui vient de caedere, qui signifie tuer. Voilà. Donc génocide. D'accord? On a beaucoup de mots en français qui se terminent par cide. Hein? Parricide, féminicide. Aujourd'hui, c'est un nouveau néologisme. Avant, on ne l'utilisait pas. Mais on a le féminicide, on a l'insecticide, on a beaucoup de choses. Donc génocide. Donc ce néologisme a été formé en 1943, mais formé par une personne. Donc il n'y a qu'une seule personne qui connaissait ce mot. Dans un de ses articles, il avait dû parler de génocide. Ce mot a été prononcé pour la première fois. Donc, oui, avant la guerre, Lemkin, avant qu'il invente ce mot, il avait collaboré avec la Société des Nations pour le développement de ce qu'on devait appeler le droit international humanitaire. Il a joué un rôle clé. Donc c'est pas l'ONU, c'est la SDN qui avait commencé à travailler là-dessus, avec le succès que l'on sait. Et donc pour la première fois, ce mot génocide a été prononcé publiquement à Nuremberg en 1945 au tribunal international, où Lemkin était présent dans la délégation, oui, on peut appeler ça une délégation, de juristes américains, donc, parce que je vous rappelle qu'il y avait des juristes des pays vainqueurs, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait des Français et il y avait des Soviétiques.
quelques années plus tard, ce concept de génocide a été adopté dans le cadre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont Lemkin a été l'un des principaux rédacteurs. Et cette convention a été adoptée le 9 décembre 1948 au palais de Chaillot. Voilà. Alors maintenant, j'ai préparé des copies, je vais vous le distribuer. Vous avez là la définition officielle retenue par les Nations Unies de ce qu'est un génocide. Alors on l'a utilisé pour la Vendée aussi. Tout le monde l'utilise, chacun voit midi à sa porte. Hein. Aujourd'hui, on nous parle du génocide à Gaza. Bon, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un génocide qui a lieu à Gaza. C'est une guerre. C'est une guerre avec des crimes de guerre de part et d'autre d'ailleurs, mais ce n'est pas un génocide. Donc, on va le lire ensemble. Donc, en son article 2, la convention dont je viens de parler, et le statut en son article 6 entendent par crime de génocide, je cite, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Petit a, meurtre de membres du groupe. Petit b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Petit d, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Petit e, et ça c'est important, dans le contexte de la guerre d'Ukraine, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est ce petit e qui a servi au tribunal, à la Cour pénale internationale pour inculper M. Poutine et la dame qui est, j'ai oublié son nom, qui est celle qui s'occupe des droits de l'enfant en Russie poutinienne, hein, et qui a organisé ces transferts. Donc ces deux personnes ont été inculpées du fait de cet article du petit e de la Convention de 1948. Donc, je voulais faire cette mise au point avant de parler du Rwanda pour qu'on s'entende bien sur la définition du génocide. Parce que c'est l'ONU qui reconnaît un génocide ou qui ne le reconnaît pas. Certains génocides n'ont pas eu la reconnaissance officielle de l'ONU, comme par exemple, vous avez parlé des Vendéens. Bon. Ce qui s'est passé en Vendée coche à peu près toutes les cases. C'était vraiment un génocide. Mais on n'a pas le droit, on peut le prendre, mais théoriquement on n'a pas le droit de dire que la répression des Bleus en Vendée est un crime de génocide, parce que ça n'a pas été reconnu par l'ONU. L'ONU, de toute façon, ne reconnaît pas les génocides qui ont été commis avant la création de l'ONU. Oui. Parce que sinon, on pourrait parler de ce qu'a fait Gengis Khan, ou les Romains ont commis des génocides. Je lisais un post de quelqu'un, je crois que c'est, comment il s'appelle, notre ami Jean-Paul Boudjian, l'autre jour sur Facebook, qui disait que les Romains ont commis un génocide en Corse. Il a peut-être raison. Paraît-il que la population avait été divisée par deux à l'époque romaine. Le fameux Corsi qui était avant. Voilà. C'est possible, mais il ne faut pas qu'on compte sur l'ONU pour reconnaître le génocide commis par les Romains. Les Arméniens, dans leur tragédie, ont eu de la chance, parce qu'aujourd'hui, de la chance, c'est horrible ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, ce génocide qui a été commis avant la création de l'ONU a été reconnu par de nombreux États, pas par l'ONU, mais par de nombreux États, comme génocide. Les États-Unis, la France, beaucoup de pays importants ont reconnu le génocide des Arméniens, à la grande fureur de la Turquie, qui fait pression sur tous les autres pays du monde pour ne surtout pas reconnaître le génocide arménien. Je vais vous citer un petit exemple, j'ai honte de dire amusant, mais à Kigali, il y a un mémorial du génocide des Tutsis, comme ils disent. Hein. Et dans ce mémorial, il y a des sections consacrées à d'autres génocides, notamment la Shoah. Et puis il y avait une section consacrée au génocide des Arméniens. Il y a quelques mois, cette section a disparu.
parce que Kagame a développé des relations avec la Turquie et Erdogan, et ils ont beaucoup, la Turquie a beaucoup investi au Rwanda. La Turkish Airlines vole maintenant à Kigali. Donc Erdogan a fait pression sur Kagame pour qu'on supprime cette section. Donc on ne parle plus du génocide des Arméniens au mémorial de Kigali. Donc voilà la dimension, comment dirais-je, élastique du génocide. Ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours ou avec les Tibétains depuis 1949, avec les Ouïghours depuis un certain nombre d'années, pour moi, ça, à titre personnel, j'aurais tendance à qualifier ça de génocide. Ça, là aussi, ça coche toutes les cases. Puisque chez les Ouïghours, ils ont même eu recours à la stérilisation forcée, donc c'est réellement une pratique génocidaire. Hein. Donc voilà, je voulais remettre les choses un peu dans leur contexte pour savoir de quoi parle-t-on. Parce que, je ne sais pas si vous regardez souvent les actualités, mais on utilise ce mot génocide à tort et à travers aujourd'hui. À tort et à travers. Il y a une utilisation politique. Il y a une utilisation politique et c'est le saut d'infamie, je dirais, le génocide. Si vous dites que tel État ou tel groupe est génocidaire, vous le condamnez, il n'y a plus moyen de débattre, c'est fini. C'est un État génocidaire, donc c'est terminé. Voilà. Bon. Alors, pour ce qui est de la Turquie, ce qui rend la chose compliquée, c'est que la Turquie n'a jamais reconnu le génocide des Arméniens et qu'ils ont pénalisé toute mention du génocide en Turquie. En Turquie. Il y a des journalistes ou des intellectuels qui se sont retrouvés en prison pour avoir écrit sur le génocide des Arméniens en Turquie. Revenons maintenant au Rwanda. Alors, j'ai mis cette belle carte là-bas, qui n'est pas une carte du Rwanda, c'est une carte de l'Ouganda. Parce que la genèse du génocide rwandais commence en Ouganda. Le Rwanda, dont je vous ai distribué une carte, c'est ce petit pays que vous voyez en bas à gauche, où on ne voit qu'un morceau de la grande carte là. Le Rwanda était constitué sous la forme d'un royaume qui avait une longue existence bien avant l'arrivée des colonialistes. Donc vous avez des États en Afrique, beaucoup, qui sont complètement artificiels parce que les frontières ont été dessinées par les colonialistes et qui n'avaient aucune existence étatique précoloniale. Le Mali, par exemple, même si le Mali a pris le nom d'un royaume prestigieux précolonial, mais qui ne se trouvait pas au Mali, ou le Bénin, pareil, l'ancien royaume du Bénin ne se trouvait pas que marginalement au Bénin actuel, mais ils ont pris ces noms de royaumes anciens pour légitimer leur existence post-coloniale. Mais l'essentiel des pays d'Afrique ont des frontières dessinées par les colonialistes anglais, français, portugais, espagnols, allemands, italiens. Mais ce sont des pays donc artificiels. L'Ouganda que vous avez devant vous, il y a 5 royaumes traditionnels sur le territoire de l'Ouganda. Des royaumes qui sont reconnus par le gouvernement ougandais, avec donc un roi et sa cour, des rois et leur cour, avec des pouvoirs spirituels, traditionnels, mais pas de pouvoir politique. Mais la moitié nord de l'Ouganda, il n'y avait pas de royaume, c'était des tribus, des ethnies nilotiques qui avaient des chefs, mais qui n'avaient pas de royaume constitué de manière étatique. Donc, c'est un pays complètement artificiel, avec au sud et au sud-ouest des royaumes très anciens, multiséculaires, au centre également, et au nord, c'était des chefferies, alors naturellement, langues et cultures différentes. Donc l'Ouganda, c'est un exemple, un très bon exemple de pays artificiel, qui a été créé par le colonialiste britannique. Le Rwanda et le Burundi avaient des royaumes, un royaume chacun, qui remontait très loin. Bon, le royaume du Rwanda, je dirais qu'il a été créé à peu près à l'époque de Louis XIV, pour vous situer historiquement. Et il était dirigé par ce qu'on appelle un mwami, comme le Burundi d'ailleurs, c'était le même titre, c'est-à-dire un roi. Il y a eu donc des dizaines de mwamis entre l'époque de Louis XIV et le renversement de la monarchie, tant au Rwanda qu'au Burundi. Lors de la conférence de 1885 à Berlin,
les pouvoirs, les grandes puissances européennes se sont partagées l'Afrique comme un gâteau en zone d'influence. Ce n'était pas vraiment en colonie à l'époque, mais en zone d'influence. Après, ils ont figé les frontières et c'est devenu des colonies ou des protectorats avec des frontières bien définies et négociées entre eux. Parce que naturellement, les territoires allemands jouxtaient les territoires anglais ou français, et donc il fallait bien définir les frontières. Donc ces zones d'influence ont attribué le Rwanda et le Burundi à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne contrôlait, je prends ma chicotte qui est là, l'Allemagne avait pénétré ce qui s'appelait à l'époque le Tanganyika, qu'on appelle aujourd'hui Tanzanie, mais qui ne comprenait pas Zanzibar. Parce que Tanzanie, c'est la fusion du Tanganyika et de Zanzibar. Tanzan. Hein. Donc à l'époque, on appelait ça le Tanganyika. Ici. Et le Rwanda-Burundi est ici. Donc, la conférence de Berlin a attribué le Rwanda-Burundi à l'Allemagne. Alors que lorsque ça a été décidé en 1885, je crois qu'il n'y avait pas un seul Allemand, ni au Rwanda, ni au Burundi. Donc les Allemands ont envoyé des explorateurs, diplomates, missionnaires au Rwanda-Burundi, qui ont dû négocier avec les Mwami du Rwanda et du Burundi, et qui leur ont proposé ou imposé un protectorat. Mais ça ne changeait pas grand-chose dans le fonctionnement du Rwanda et du Burundi, parce que les Allemands, d'une manière générale, n'étaient pas assez nombreux pour réellement s'imposer sur ces deux pays. Donc ils ont joué le rôle de suzerain, mais sans contrôler la vie des gens ou sans peser de tout le poids d'un État colonial, comme ils ont pu le faire ailleurs au Tanganyika. Et donc, ils ont respecté la structure traditionnelle de ces deux pays. Et la structure traditionnelle de ces deux pays, c'était quoi? Il y avait donc le Mwami, il y avait des courtisans, et il y avait des chefs coutumiers nommés par le Mwami dans les différents territoires qui constituaient ces royaumes. Et ils étaient tous, quoi? Tutsis. Et la proportion de Tutsis était à peu près la même qu'aujourd'hui à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y avait une majorité de Hutus et une minorité de Tutsis. Mais c'était une société. Alors j'ai horreur des parallèles avec l'Europe, parce que certains n'hésitent pas à parler de structure féodale. Non, ce n'était pas une structure féodale. Ce n'était pas non plus une domination ethnique, parce que les deux groupes, Tutsis et Hutus, parlent toujours la même langue. Ils parlent le Kinyarwanda au Rwanda et le Kirundi au Burundi. C'est deux langues voisines, hein, ils se comprennent l'un l'autre. C'est l'accent est un peu différent, la prononciation est un peu différente. Donc il y avait, moi j'appelle ça plutôt une classe. Il y avait une classe dominante qui était constituée d'éleveurs et de guerriers, et une classe dominée qui était constituée de cultivateurs. Voilà, des Hutus. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre, parce qu'on a eu le même problème en Corse, je crois, que parfois il y a des conflits entre éleveurs et agriculteurs, entre éleveurs et cultivateurs. Parce que les vaches, on ne les contrôle pas forcément bien, et elles peuvent aller brouter les champs de maïs ou les champs de sorgho ou autres. Et que donc, ça peut provoquer des tensions entre les deux groupes, les éleveurs et les cultivateurs. Tensions qui pouvaient prendre des tournures un peu difficiles dans ces deux pays, puisque, je vous le rappelle, la classe dominante, c'était la classe des éleveurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils élèvent, ces éleveurs? Ils élèvent ces vaches à longues cornes, à cornes immenses, qu'on appelle d'ailleurs souvent les vaches Tutsis. Oui, scientifiquement, elles sont appelées les vaches Tutsis, ou les vaches Ankole. Ankole, c'est la région du sud-ouest de l'Ouganda, c'est la même culture, hein, la même civilisation. Et ça a besoin de grands espaces, les vaches. Alors parlons maintenant aussi de la densité, parce que l'un des problèmes du Rwanda, c'est la densité. Actuellement, là je vous donne les chiffres d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir naturellement avec l'époque où les Allemands sont arrivés, mais aujourd'hui il y a 13 millions d'habitants pour une superficie de 26 338 km². C'est-à-dire 3 fois la Corse, 3-4 fois la Corse à peu près. Hein.
ça donne une densité de 483 habitants au kilomètre carré. Et le Rwanda, ce n'est pas la Beauce. Ce sont des montagnes et des collines. Il y a très peu de grandes plaines. Il y a des vallées et il y a des lacs. Donc, la terre est un bien qui est, comment dirais-je, âprement disputé entre les cultivateurs eux-mêmes, mais aussi et surtout entre les cultivateurs et les éleveurs. Donc, ça, c'était la situation à l'époque des Allemands. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pas grand-chose à l'époque allemande. 1916, en pleine Première Guerre mondiale, la guerre s'est étendue à cette partie de l'Afrique et une force belgo-anglaise a chassé les Allemands du Rwanda et du Burundi. Je ne vais pas m'étendre sur la campagne de l'Afrique de l'Est et du Tanganyika, ça a duré beaucoup plus longtemps. Les Allemands ont résisté jusqu'après le 11 novembre 1918. La guerre s'est terminée là-bas après le 11 novembre. Donc les Allemands du Tanganyika ont vraiment donné du fil à retordre aux anglo-sud-africains et belges. Mais le Rwanda et le Burundi, qui étaient vraiment excentrés, ont été, je ne vais pas utiliser le mot libérés, ont été débarrassés de la présence allemande très rapidement, en 1916. Il y a même eu des combats sur le lac Kivu, puisque, regardez votre carte, vous avez le lac Kivu qui sert de frontière occidentale au Rwanda, qui le sépare de ce qui était à l'époque le Congo belge. C'est pour ça que les Belges sont intervenus dans la conquête du Rwanda et du Burundi aux dépens des Allemands. Après la guerre, l'Allemagne, au traité de Versailles, a dû renoncer à toutes ses colonies. Et elle en avait pas mal. C'est une chose qu'on a oubliée de nos jours. L'empire colonial allemand comprenait en Afrique le Tanganyika, le Rwanda, le Burundi, le Togo, qui était plus grand que le Togo actuel, puisqu'il y a une partie du Togo allemand qui est maintenant territoire ghanéen, le Cameroun, qui était plus grand que le Cameroun actuel, puisqu'une partie du Cameroun fait partie du Nigeria aujourd'hui, le sud-ouest africain, qu'on appelle aujourd'hui Namibie, et plusieurs territoires océaniens, dont un quart de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et un certain nombre d'îles du Pacifique. Donc l'empire colonial allemand n'était pas négligeable, hein, il était assez important. Alors, la Société des Nations a donné un mandat à la Belgique sur le Rwanda et sur le Burundi, et c'est ainsi que les Belges ont administré ces deux pays jusqu'aux indépendances. On ne peut pas dire que c'était des colonies belges, c'était des États mandataires, qui étaient d'ailleurs administrés depuis Bujumbura. Les Belges avaient appelé ça le Rwanda-Urundi, ça comprenait les deux pays. Et le haut-commissaire belge résidait à Bujumbura. Kigali n'était qu'un petit carrefour commercial quasiment rural à l'époque. Kigali, la capitale actuelle du Rwanda. Les Belges ont poursuivi la pratique allemande, à savoir respecter la structure traditionnelle de ces pays. Ils ont donc laissé cette structure avec une domination Tutsi sur une majorité Hutu. Jusque dans les années 50. Parce que dans les années 50, comme partout ailleurs en Afrique, les Africains ont commencé à réclamer leur indépendance. Et vu qu'ils avaient favorisé en quelque sorte les Tutsis pendant la période coloniale, il y avait davantage de gens éduqués chez les Tutsis que chez les Hutus. Donc les intellectuels au Rwanda et au Burundi qui ont réclamé l'indépendance, c'était surtout des Tutsis. Alors là, quand les Belges ont vu ça, ils ont changé leur fusil d'épaule. Le tournant a eu lieu en 1955, où ils ont commencé à tout miser sur l'éducation des Hutus, qui eux ne réclamaient pas l'indépendance, qui réclamaient d'abord, avant qu'on parle d'indépendance, une révolution sociale qui changerait la structure
de leurs pays respectifs, Rwanda et Burundi. Au Rwanda, ils ont réussi, avec l'appui des Belges, je dois dire. Et en 1959, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution sociale, qui a conduit, bon, il y a eu plusieurs années de troubles, et qui a conduit à la proclamation de la République rwandaise. Donc le Mwami a perdu son trône, et l'élite Tutsi a perdu son influence et son pouvoir. Alors le régime actuel de Kigali fait référence à un début de génocide qui aurait été commis dans ces années-là, 1959, 1960, 1961. C'est faux. Il y a eu des exactions, il y a eu des spoliations, il y a eu des morts, c'est vrai, mais le chiffre de victimes Tutsi à l'époque est de l'ordre de quelques milliers. C'est quelques milliers de trop, hein. Mais ça n'a pas pris du tout la dimension d'un génocide qu'on a. Dans toute révolution, malheureusement, il y a des victimes, et là, il y a eu effectivement des victimes, parce que la majorité Hutu a revendiqué ses droits et a pris le pouvoir, et donc ceux qui l'ont perdu, qui ont tenté de résister, hein, mais ça, ils ne se sont pas laissés faire. Il y a eu des morts des deux côtés, mais c'est vrai qu'à l'époque, des Tutsis ont perdu la vie, et d'autres ont fui, principalement vers l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda? Je me déplace un petit peu pour vous montrer cette carte de l'Ouganda. Vous avez le Rwanda ici. Le sud-ouest de l'Ouganda, c'est ce qu'on appelle l'Ankole. Ankole, A-N-K-O-L-E. C'est un royaume traditionnel, multiséculaire, comme le Rwanda, comme le Burundi, qui avait là aussi un roi traditionnel, et qui a été incorporé au protectorat britannique sur l'Ouganda. Mais la composition du royaume d'Ankole est tout à fait similaire à celle du Rwanda et du Burundi. D'abord, d'un point de vue culturel et linguistique, c'est très proche du Rwanda. Ensuite, il y avait une classe dominante d'éleveurs, qu'on appelle les Bahima. Alors, quand je dis Ba, ça, dans les langues bantoues de cette partie de l'Afrique, ça indique le pluriel. C'est le préfixe qui indique le pluriel. Donc, il y avait les Hima, qui sont l'équivalent des Tutsis, et il y avait les Bahiru, qui étaient les cultivateurs. C'est l'équivalent des Hutus. Mais c'est exactement la même structure. Et en plus, ils se comprennent entre eux, hein. C'est comme les Corses et les Italiens, ils se comprennent. Donc, tout naturellement, les Tutsis qui ont fui d'abord en Ankole, puis ensuite à Kampala et dans le reste de l'Ouganda. Je passe les détails, mais il y a eu le régime du président Obote, qui a vu d'un mauvais œil l'arrivée de ces réfugiés rwandais, parce que le président Obote était originaire du nord de l'Ouganda, il était originaire de Lira, ici, pas de Lira, d'Apache, à côté, voilà, ici, Apache. C'était il était Langui, c'était une tribu nilotique, et il voyait d'un mauvais œil un renforcement de la population bantoue. Donc, il avait peur que ça modifie l'équilibre bantou-nilotique, qui était assez déjà problématique à l'époque en Ouganda, hein. Donc, il a causé des problèmes à ces nouveaux arrivants. Ensuite, il y a eu le coup d'État militaire d'Idi Amin Dada. En 1979, la Tanzanie a envahi l'Ouganda pour renverser Amin Dada, qui a pris la fuite. Et quand l'armée tanzanienne a traversé la frontière pour envahir l'Ouganda, il y avait dans les rangs de cette armée des rebelles ougandais, plus ou moins marxisants, dont l'un d'eux était Yoweri Museveni, l'actuel président, qui était un rebelle marxiste, mais il y avait aussi pas mal de Tutsis. Embarqué. Dans cette première armée rebelle de Museveni, il y avait des Tutsis. Obote revient, je vais très vite, hein, Obote revient au pouvoir à la faveur d'élections, et là Museveni prend le maquis, et en 1981, pour lutter contre le régime d'Obote. Alors Museveni, lui, il est originaire de Mbarara, donc c'est un Hima, donc l'équivalent d'un Tutsi pour l'Ouganda. Et certains prétendent même qu'il aurait des origines rwandaises, que ce serait en fait un Tutsi.
Mais bon, ça c'est... Je ne rentre pas là-dedans, mais il est né en Ouganda, donc pour moi c'est un Ougandais. Hein. Mais un Hima. Donc dans son armée, il a utilisé beaucoup de ses frères Tutsis, qui ont lutté contre Obote. Obote a été renversé par un coup d'État militaire, le régime militaire n'a duré que 6 mois, et Museveni a fini par rentrer dans Kampala en janvier 1986. Et dans son armée, donc, parmi les dirigeants de son armée et parmi les troupes, il y avait énormément de Tutsis d'origine rwandaise. Certains étaient même nés en Ouganda. Hein. Il a nommé, dans son nouveau gouvernement, il a nommé comme ministre de la Défense Fred Rugema, Tutsi rwandais. C'est Fred Rugema qui a fondé par la suite le Front patriotique rwandais, qui a lancé la guerre contre le Rwanda pour récupérer le Rwanda en 1990. Il y avait Paul Kagame, voilà, qui a été nommé patron des services secrets militaires, qu'on appelle le DMI, Directorate of Military Intelligence, et bien d'autres, beaucoup d'autres. Toute l'élite actuelle du Rwanda, notamment l'élite militaire, était membre de l'armée rebelle et nouvelle armée de l'Ouganda à partir de 1986. Le nouveau régime ougandais a fait face à des soulèvements dans le nord. Les anciens partisans d'Obote, les nilotiques d'une manière générale, n'ont pas accepté la prise de pouvoir d'un sudiste et ils se sont révoltés contre, surtout que l'armée de Museveni avait volé pas mal de vaches aux nilotiques du nord, donc il y avait un contentieux sérieux. Ça a déclenché des soulèvements dans le pays Iteso, la région de Soroti, et dans le pays Acholi, la région de Goulou, et aussi dans le pays Langui, la région de l'Ira-Apache. Les officiers Tutsis ont mené la répression. Ils étaient en première ligne, et ils ont commis des atrocités. Il y a le fameux exemple d'un wagon de chemin de fer dans la région de Soroti, où on avait enfermé les présumés rebelles dans un wagon qui avait été fermé en pleine chaleur, et quand on a ouvert le wagon 24 heures plus tard, ils étaient tous morts. C'est l'un des crimes de guerre qui ont été commis, et ça, celui qui est responsable de l'histoire du wagon, c'était un officier Tutsi de l'armée de Museveni. Museveni, qui est un homme très habile au point de vue politique, puisqu'il est toujours au pouvoir 40 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, s'est rendu compte que l'omniprésence de ce qu'on appelait des Rwandais, c'est-à-dire des Tutsis, au poste important dans l'armée, dans le gouvernement, commençait à faire grincer des dents dans la masse de l'Ouganda. Et c'est là que Museveni a commencé secrètement, naturellement, à encourager ses frères d'armes à se retourner vers le Rwanda, à penser à récupérer. Et puis il s'est dit aussi, d'un point de vue stratégique, c'est bon d'étendre l'influence de l'Ouganda vers le sud. C'est ainsi que le FPR a été créé en Ouganda parmi les anciens réfugiés rwandais. Alors parallèlement, il y avait des négociations depuis des années entre le régime rwandais, le HCR et des représentants des réfugiés en Ouganda pour une éventuelle répatriation. Au départ, le président Habyarimana n'était pas très favorable à ce retour, en disant qu'il n'y avait plus de place au Rwanda. Et c'est vrai que je vous ai cité les chiffres de la densité tout à l'heure. Hein, et qu'ils voyaient pas, surtout que ces réfugiés entendaient revenir avec leurs vaches, parce qu'ils avaient des vaches en Ouganda. Et que Habyarimana voyait mal comment intégrer ces gens-là. Mais il y avait des négociations. Et ces négociations avaient pris un tour nouveau en 1990. Septembre 1990, le pape Jean-Paul II fait une visite au Rwanda. Il a été reçu par le président Habyarimana. Il a eu un accueil délirant au Rwanda. Il a été très bien accueilli par Habyarimana et par la population rwandaise. Et quelques semaines plus tard, le 1er octobre, le FPR lance une attaque sur la frontière rwandaise. Une attaque surprise. Et quand cette attaque a été commise le 1er octobre, Museveni et le président Habyarimana se trouvaient à New York, à une assemblée générale des Nations Unies, et je cite ça, c'est un peu humoristique. Ils étaient là pourquoi? Pour promulguer ou pour adopter la charte onusienne des droits de l'enfant, en 1990. On a encore la photo recherchée sur Internet des chefs d'État qui ont promulgué qui étaient présents à New York pour cet événement,
et vous voyez côte à côte Museveni et Habyarimana. Et Museveni savait très bien que ces hommes, puisque c'était encore ces hommes, étaient en train d'attaquer le Rwanda. Alors Museveni a bien sûr nié toute responsabilité en disant que c'était des éléments indisciplinés, mais enfin toujours est-il qu'ils sont partis avec armes et bagages et avec l'uniforme qu'ils portaient, l'uniforme ougandais. Donc c'était bien une armée étrangère qui a attaqué le Rwanda. Le Rwanda a été pris complètement par surprise. L'armée rwandaise n'avait participé à aucun conflit depuis l'indépendance, donc ils n'avaient jamais combattu. C'était pas une armée aguerrie. Le seul point fort qu'ils avaient, l'armée rwandaise, c'était les hélicoptères, parce qu'il y avait une coopération militaire française qui leur avait fourni des hélicoptères, et il y avait des officiers français les pilotes avaient été formés en France, et ensuite des officiers français s'étaient rendus au Rwanda pour encadrer ces pilotes d'hélicoptères. Et ce sont ces hélicoptères de l'armée rwandaise qui ont mis en déroute les gens du FPR. Parce que ça a été un échec total, cette attaque. Et puis Mobutu, qui était un ami, le président du Zaïre, qui était un ami d'Habyarimana, a aussitôt envoyé des troupes zaïroises pour aider son copain. Mais les troupes zaïroises, comme souvent, se sont surtout illustrées par le pillage. Et donc Habyarimana leur a demandé de partir assez rapidement. Ça me paraissait très longtemps. Enfin bref. Alors il est faux de dire que l'armée française a combattu. L'armée française n'a pas combattu. Parce que, effectivement, c'est là que Mitterrand a lancé l'opération Norrois, qui a consisté à envoyer un petit contingent pour évacuer les ressortissants français et européens du fait du déclenchement de la guerre. Mais ils ne sont pas allés au front. Avec une mission de maintien de la paix ou... Absolument pas. Absolument pas. C'était simplement pour... Et les Belges ont fait la même chose à l'époque. Ils ont envoyé aussi un contingent pour évacuer leurs ressortissants. Mais cette opération n'était pas offensive. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je me souviens très bien que j'étais au Mozambique à l'époque et je connaissais bien l'attaché militaire français au Mozambique. C'était en 95, donc un an après les événements, enfin un an après le génocide, mais 5 ans après les événements que je décris en ce moment. Il m'avait dit que bon, c'est vrai que les militaires français n'ont pas participé, mais ils ont formé les militaires rwandais à régler les mortiers, à faire des choses comme ça. Enfin, ils ont essayé de transmettre. Il y a eu un petit coup de main quand même. Non, officiellement non. Ils n'étaient pas au front. Ils n'étaient pas au front. La seule comment dirais-je, le seul impact direct de la présence française, c'était l'histoire des hélicoptères, parce que c'était les Français qui avaient fourni les hélicoptères et qui avaient formé les pilotes. Alors, maintenant revenons à côté rwandais. Le Rwanda est devenu indépendant en 1962, à la suite de cette révolution sociale. Et c'est un président Hutu qui a été élu, c'est le président Grégoire Kayibanda. Ce président Kayibanda était originaire du sud, du centre, je veux dire plutôt, du Rwanda. C'était un Hutu du centre. Pendant tout son règne, il a eu une politique ouvertement anti-Tutsi, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les réfugiés qui étaient en Ouganda, parmi eux, certains ont tenté de contre-attaquer. Ils ont donc lancé des attaques qu'on qualifierait, si on est du côté Hutu, de terroristes, contre le Rwanda. Ils ont fait des incursions au Rwanda, ils ont tué, ils ont pillé, ils sont partis. Il y a eu des clashs. Et chaque fois qu'il y a une attaque de ce genre commise par des Tutsis venant d'Ouganda, ça provoque des réactions d'hostilité de la part du régime, mais aussi de la part de la populace, qui s'en prend aux voisins Tutsis, en les accusant de complicité avec ceux qui ont mené une attaque. Donc il y a eu, à l'époque de Kayibanda, il y a eu des clashs entre Hutus et Tutsis qui étaient provoqués par ces incursions d'émigrés, c'est un peu comparable à ce qui s'est passé pendant la Révolution française, n'est-ce pas, qui faisaient des incursions en territoire rwandais pour essayer de déstabiliser ce qu'ils considéraient comme un régime illégitime, un régime à dominante Hutu. Tant et si bien et puis alors, il n'a pas fait que ça, Grégoire Kayibanda, il a aussi
favorisait les Hutus du centre et du sud, aux dépens des Hutus du nord, c'est-à-dire de ce que vous voyez là, la frontière ougandaise. Donc ça a créé beaucoup de ressentiment chez les Hutus du nord. Ce qui fait qu'en 1973, il y a eu un coup d'État militaire, et c'est le général Habyarimana qui est devenu président. Il a fait un putsch militaire. Alors, ça c'était la règle, c'était pas l'exception, c'était la règle en Afrique à l'époque. Remettez-vous dans l'époque des années 70, il y avait des coups d'État partout. Il n'y avait pas une seule démocratie en Afrique à l'époque, à part le Botswana, qui a toujours été une démocratie depuis l'indépendance. Le Sénégal a évolué vers la démocratie à partir de la fin des années 70, en passant d'abord, c'était l'idée de Senghor, au tripartisme. Du monopartisme, ils sont passés au tripartisme, avant, plusieurs années après, d'arriver au multipartisme sans limite. Mais donc tous les autres pays d'Afrique étaient dirigés par des partis uniques ou par des dictatures militaires. Donc le régime d'Habyarimana n'avait rien d'exceptionnel à l'époque. C'était un régime putschiste comme beaucoup d'autres. Mobutu lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Habyarimana, à l'époque, a été vu par les Tutsis comme le sauveur des Tutsis, parce qu'il a mis fin aux exactions contre les Tutsis. Il a pacifié les choses. Il a cherché à intégrer les Tutsis. Il a donné des postes aux Tutsis. Bon, gouvernement. N'exagérons pas. N'exagérons pas, ouais. Mais parce que les Tutsis, dont l'immense majorité était restée au Rwanda, avaient prospéré dans le domaine des affaires. Les grands hommes d'affaires, les banquiers, tout ça, c'était des Tutsis. Les Hutus avaient l'armée et le gouvernement. Bon, Habyarimana a instauré une politique des quotas. Un peu comme ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire, bon, il y a tant de pourcents de Tutsis au Rwanda, donc il y a tant de pourcents d'étudiants Tutsis à l'université. C'est bien et c'est pas bien ce genre de choses, n'est-ce pas? Parce que ça peut encourager la médiocratie, je dirais. Parce que si vous avez une masse d'étudiants peu méritants Hutus et que des étudiants méritants Tutsis n'ont pas été admis à l'université parce qu'ils étaient en surnombre, ça peut amener à la médiocratie, n'est-ce pas? On trouve ça dans toutes les politiques Aux États-Unis, c'est la même chose. D'ailleurs, je crois que c'est Trump qui a supprimé les quotas il y a quelques années, parce que ça avait amené ce genre de choses, à vouloir encourager la présence de Noirs africains, de Noirs américains dans les universités. On a pénalisé des étudiants qui n'étaient pas Noirs américains. Donc ça a créé beaucoup de ressentiments, et c'est là qu'on a dit que des gens ont été admis à l'université parce qu'ils appartenaient au bon groupe ethnique, alors que d'autres qui étaient plus méritants n'ont pas pu rentrer à l'université. Il s'est passé la même chose au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis pendant le régime d'Habyarimana. Mais donc Habyarimana était très favorable aux Tutsis. Par contre, il a favorisé les Hutus du Nord. Donc le clivage réel sous le régime Habyarimana était davantage entre Hutus du Nord et Hutus du Sud. Parce que le régime précédent, c'était les Hutus du Sud. Donc voilà quel était l'état du Rwanda avant le drame. Oui. À cette époque-là, le temps de l'indépendance, années 60, il y avait l'anglais du groupe. Il n'y avait pas encore le groupe des Tois. Ah, les Tois, j'aurais dû en parler, mais je n'en ai pas parlé. Les Tois représentent à peu près 1 à 2% de la population. C'est la branche rwandaise ou burundaise des Pygmées. C'est ce qu'on appelle les Pygmées, qui ont toujours été marginalisés. Ce sont les vrais autochtones. Ils étaient là avant les Bantous. Donc c'est les habitants originels de ces pays-là. Mais alors eux, s'il y en a vraiment qui auraient pu se plaindre, c'était les Tois. Parce qu'eux étaient, d'abord, ils ont eu très peu accès à l'éducation, ils étaient marginalisés, et ils étaient, bon,
Leur spécialité au Rwanda, ils sont réputés pour la fabrication de poterie. Ce sont d'excellents potiers. Mais alors eux sont complètement marginalisés. Et pendant le génocide dont je vais parler dans un instant, ils ont été massacrés par les uns et par les autres, mais surtout par le FPR. Hein. Donc les toits, oui, sont vraiment... D'ailleurs, sur le drapeau du Burundi, il y a 3 étoiles. Ça symbolise les 3 groupes ethniques. Hutu, Tutsi et Twa. Mais bon, ça c'est... Pour information, je parle des Twa, mais ils n'ont pas joué un rôle politique, militaire, dans le drame dont je parle actuellement, hein, malheureusement. Donc, arrive 1990, le discours de la Baule de François Mitterrand, qui a conditionné l'augmentation ou le maintien de l'aide au développement à l'introduction du multipartisme. Donc 1990, c'est l'année charnière pour l'Afrique. Rappelez-vous qu'un an avant, il y avait eu l'affaire du mur de Berlin. C'était donc la fin du bloc de l'Est. Et Mitterrand a jugé bon d'encourager les Africains à faire la même chose et à amener la démocratie dans les pays d'Afrique. Moi, j'étais en Afrique à l'époque. J'ai vécu cette période-là, l'introduction du multipartisme. Ça s'est bien passé dans certains pays, ça s'est mal passé dans d'autres. Et aujourd'hui, le bilan il est mitigé parce qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de pays pleinement démocratiques, à part le Botswana, encore une fois, qui a toujours été démocratique et qui est une démocratie exemplaire. À part le Sénégal, où on vient de vivre une alternance exemplaire. Donc, Habyarimana était conscient de toute façon qu'il fallait du changement. Et il a joué le jeu. Il a joué le jeu mais introduire le multipartisme alors que le pays vient d'être attaqué, c'était le pire moment pour introduire le multipartisme. C'est facile de juger avec le recul, mais il aurait peut-être mieux valu d'abord gagner la guerre et ensuite organiser une table ronde et introduire le multipartisme. Mais il y a eu la pression, non seulement de la France, mais des autres pays donateurs, de l'Allemagne, des États-Unis et autres, pour que Habyarimana introduise des réformes démocratiques. Bon, je vous ai dit que l'attaque du 1er octobre 1990 a été un échec. Je vous ai parlé de Fred Rugema, qui était le chef du FPR et qui était ministre de la Défense, vice-ministre de la Défense de l'Ouganda. Il a quitté ses fonctions pour prendre la tête de l'attaque contre le Rwanda. Donc ils ont été battus. Mais naturellement, cette attaque a à nouveau encouragé la tension Hutu-Tutsi, parce que les Hutus ont vu cette attaque Tutsi, des anciens maîtres, ils ont senti que c'était une tentative de restaurer l'ordre ancien, donc ça a aggravé les choses intérieurement. Chaque fois qu'il y a une attaque extérieure, comme je vous l'ai dit, ça provoque des problèmes au niveau local à l'intérieur entre la minorité Tutsi et la majorité Hutu. Maintenant, il est vrai que certains riches hommes d'affaires Tutsi ont financé le FPR. Ça a été prouvé historiquement. Ils ont financé le FPR en Ouganda. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé de l'argent pour le FPR, depuis le Rwanda. Il y a des jeunes Tutsis aussi qui ont disparu du jour au lendemain, qui sont allés en Ouganda pour s'engager dans l'armée du FPR. Donc ça a attisé le soupçon des villageois Hutus à l'égard de leurs voisins Tutsis. Quand ils voient que, tiens, telle famille à côté de nos voisins Tutsis, leur fils de 17 ans, là, on ne le voit plus, où est-ce qu'il est? Tout le monde savait, c'était un secret de polichinelle, qu'il avait traversé la frontière pour s'engager dans l'armée du FPR. Donc, j'essaie de vous expliquer un peu le contexte, le climat de l'époque, qui était un climat empoisonné. Hein, parce que c'était l'ère du soupçon, la 5e colonne. Hein, bon. Et il est vrai aussi que certains renseignaient le FPR sur ce qui se passait à l'intérieur du pays. Dans le deuxième jour de l'attaque du 1er octobre, Fred Rugema est mort, le chef du FPR, qui était un leader charismatique, certainement respectable. Il est mort. Alors, le FPR a annoncé qu'il est mort glorieusement au combat.
qu'il a été tué par l'armée d'Abiyarimana. C'est complètement faux. Voilà un des mensonges dont on parle, que j'évoque. Il a été liquidé. Il y avait des dissensions après l'échec, il y a eu des dissensions au sein du FPR, et il a été tué sommairement, puisqu'on a retrouvé son cadavre porter des impacts de balles dans le dos. Il a été exécuté sommairement par ses adjoints. Museveni est furieux de cet état de fait. Il fait appel à Kagame. Où était Kagame à l'époque? Il était en stage dans une académie militaire aux États-Unis. Il avait été envoyé là-bas pour une formation au titre d'officier ougandais. C'était un major, un commandant de l'armée ougandaise. Museveni appelle Kagame, lui dit de rentrer. Donc Kagame déserte de son académie militaire américaine pour rentrer tout à fait cessante. Où ça? À Kampala. Bien sûr. Et là, il rencontre Museveni qui le briefe et Museveni lui a dit de reprendre les choses en main. Donc Museveni reprend le FPR en main et il liquide les deux qui avaient tué Rugema. Il les supprime, ils sont morts également. Et c'est comme ça que Kagame a pris le pouvoir. Il a fait un coup d'État interne au sein du FPR. Alors, qu'est-ce que c'était que le FPR à l'époque? C'était essentiellement des bases en Ouganda, parce qu'ils avaient été mis en déroute par l'armée, par les hélicoptères rwandais. Ils s'étaient donc repliés en Ouganda. Leur camp d'entraînement se trouvait en Ouganda, du côté ougandais de la frontière. Est-ce que Fred Rugema est mort au Rwanda ou en Ouganda? Je n'en sais rien. Le leader du FPR. Mais c'est là que Kagame a fait son entrée sur scène. Alors j'ai dit que Fred Rugema, c'était un idéaliste, c'était un révolutionnaire, c'était bon, tout à fait respectable. Kagame, c'était pas du tout la même chose. Kagame, c'est l'ancien patron des services secrets militaires de l'armée ougandaise. C'était un type qui avait déjà une réputation de méchant, je dirais. D'ailleurs, c'est au sein de son groupe, certains l'avaient surnommé Kagome, pas Kagame, Kagome, qui en Kinyarwanda signifie méchant. En Corse, c'est pas super non plus le nom. Hein. Donc, Nicole rigolait à la radio quand on faisait les émissions. Ça veut dire en Corse, on dit méchant. Bah oui, bah c'est bon, allez, c'est évident. Bon, donc, Kagame avait cette réputation-là. Et cette réputation ne s'est pas démentie depuis. De férocité, d'opportunisme, qui s'est manifestée d'abord à l'encontre de ses propres troupes. Donc, avec le soutien de l'Ouganda, il a relancé les activités du FPR, il a été rééquipé et ils ont relancé des attaques qui sont allées crescendo. Le pic, ça a été en 92, où là vraiment ils ont lancé des offensives bien profondément à l'intérieur du Rwanda. Et c'est là qu'ils ont établi, à partir de 92, des bases permanentes au nord du Rwanda, essentiellement proche de la frontière ougandaise, mais dans cette zone montagneuse que vous voyez ici. C'est là que Moulin dit, c'était là que Kagame avait installé sa base opérationnelle et son quartier général. Des efforts sont faits pour que... il y a eu des pressions sur Abiyarimana pour qu'il y ait des négociations. Et c'est là que, fin 92-93, il y a eu des négociations à Arusha, en Tanzanie. Là, c'est de dos. Pardon? C'était de dos. Ah oui, bien sûr. Donc, des négociations à Arusha, en Tanzanie, entre, d'une part, le gouvernement d'Abiyarimana et le FPR. Il faut imaginer la pression intense qu'il y a eu sur Abiyarimana à l'époque. Il faut imaginer que le Rwanda ne pouvait plus importer d'armes. Il y avait eu un embargo sur les armes. Donc le Rwanda menait une guerre contre cette rébellion du FPR venue d'Ouganda, mais il ne pouvait plus acheter d'armes à l'extérieur. Tandis que le FPR, lui, était fourni en armes de manière illimitée par l'Ouganda et par les alliés de l'Ouganda. États-Unis. La CIA était présente à l'époque dans cette affaire.
Donc, il y avait une inégalité, je dirais, de moyens. Et puis, l'armée du FPR, c'était des gens qui avaient combattu dans toutes les guerres de l'Ouganda auparavant, qui étaient aguerris. L'armée rwandaise était beaucoup moins aguerrie. L'armée rwandaise a grandi, ils ont recruté en masse, mais c'était des paysans qui n'étaient pas formés. Donc, il y avait quand même une supériorité militaire, je dirais, du côté du FPR. Et là, le FPR a eu recours à des attentats, des assassinats ciblés en zone gouvernementale, mais pour blâmer le gouvernement de Kigali. Tel politicien d'opposition est assassiné, et là, tous les médias internationaux disent c'est le régime d'Abiyarimana qui a fait assassiner un tel, alors qu'on sait maintenant que c'était des opérations sous faux drapeau, comme on appelle, hein, du FPR, pour faire monter la tension à l'intérieur du Rwanda. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, en vertu des accords d'introduction du multipartisme, Abiyarimana a fait rentrer l'opposition dans son gouvernement. Donc on avait une sorte de gouvernement de cohabitation à l'époque, qui était dirigé par la première ministre Agathe, j'ai oublié son nom de famille, Agathe, c'est une femme donc, qui était issue de l'opposition, d'un parti d'opposition, et le gouvernement était essentiellement formé de partis de la nouvelle opposition, hein, qui était apparu avec le multipartisme. Donc Abiyarimana était très 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 affaibli. Abiyarimana était dans son palais présidentiel, et il y avait le gouvernement. Il y avait deux pouvoirs au Rwanda. Et une partie de cette opposition était prête à s'allier avec le FPR éventuellement en cas d'accord politique. Et à Arusha, c'est ce qui s'est décidé. Hein. Et il y a eu un accord qui a été conclu en 1993 entre ces délégations pour le partage du pouvoir et pour la tenue d'élections générales. C'est le feu, bien sûr, et transition vers des élections générales. Et les accords prévoyaient que la moitié des postes de généraux, d'officiers supérieurs et tout seraient issus du FPR, et pour les troupes également, et l'autre moitié de l'armée gouvernementale. Je rappelle que les Tutsis ne représentent que 14% ou 13% de la population. Donc beaucoup de Hutus se sont estimés lésés. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'on fait un tel cadeau aux Tutsis qui ne représentent qu'une petite minorité. Et c'est là que les partis qui formaient ce gouvernement ont commencé à créer des milices. D'abord, c'était des services d'ordre. On a connu ça en France. Hein. D'abord, des services d'ordre qui ont évolué vers la milice. Alors, ce qu'on a appelé Interamwe, on a regroupé sous le nom d'Interamwe ces milices qui étaient des milices partisanes. Donc, le parti d'Abiyarimana avait son service d'ordre, les autres partis également, et ce sont ces milices qui se sont déchaînées en avril 1994. Mais là, je vais trop vite. Ces négociations d'Arusha ont beaucoup traîné. Il y a eu un accord qui a été conclu en août 1993, et c'est là que la France s'est complètement retirée. Les quelques soldats qu'elle avait encore au Rwanda ont été complètement retirés. Je crois que le dernier officier est parti en décembre 1993. Le 6 avril 1994, Museveni a demandé la réunion dans le cadre des accords d'Arusha, une nouvelle réunion à Arusha, sous un prétexte futile, peut-être pour accélérer le processus, j'en sais rien. Donc, Abiyarimana, très réticent, est allé avec son avion présidentiel. Et toute la journée, la réunion a commencé très, très en retard, et toute la journée, les témoins qui ont participé à cette réunion ont indiqué que Museveni a fait traîner les choses. Et qu'à la fin, il a retenu au maximum Abiyarimana. Et Abiyarimana était inquiet, il voulait rentrer le plus tôt possible à Kigali, parce qu'il voulait arriver avant la tombée de la nuit. Parce qu'il savait que son pays était... Bon. Surtout que j'ai oublié de vous dire que dans les accords de 1993, il avait été prévu qu'un contingent du FPR soit stationné dans la capitale Kigali. Et le bâtiment où ils étaient cantonnés
et tout près de l'aéroport. Et que le FPR avait obtenu, parce qu'il y avait la MINUAR qui avait été mise en place, qui est donc l'opération des Nations Unies dans le cadre de ces accords d'Arusha, qui était censé maintenir la paix. Le FPR avait exigé et obtenu qu'il n'y ait plus qu'une seule voie d'accès à l'aéroport de Kigali. Il ne voulait pas que les avions survolent leur casernement, pensant que, enfin, prétextant que ça pouvait menacer la sécurité de leur contingent à Kigali. Donc, Habyarimana a fini par rentrer tard. Les pilotes français du Falcon 50, 3 français, l'officier, le pilote principal, ne voulait plus partir parce que c'était trop tard. Et bon, finalement, ils sont partis. Et il a proposé au président du Burundi de prendre place à bord de l'avion, et qu'il avait été entendu que, après avoir déposé Habyarimana à Kigali, l'avion déposerait le président burundais à Bujumbura. Bon, maintenant, le sud de l'histoire, vous la connaissez. Dans la phase d'approche, à la nuit tombée, l'avion, il y a eu deux missiles qui ont été tirés, dont l'un a loupé sa cible et l'autre a fait mouche, et l'avion a explosé en vol, et les débris sont tombés où? Sur la résidence présidentielle de Kigali. Donc la veuve qui n'était pas encore veuve, enfin qui est devenue veuve à ce moment-là, d'Habyarimana, qui était dans la résidence présidentielle, a vu les morceaux de l'avion tomber dans son jardin, et les morceaux de son mari en passant aussi. Hein. Donc bien sûr, aucun survivant. Aucun survivant. Donc qui est mort dans cet attentat? Le président du Rwanda, le président du Burundi et leurs entourages respectifs. Le gratin de l'armée rwandaise se trouvait, le chef d'état-major et tout ça, se trouvait à bord de l'avion. Et naturellement les 3 officiers français qui constituaient l'équipage. Cet attentat, jusqu'à nos jours, n'a jamais été élucidé. Il n'y a jamais eu de commission internationale d'enquête. Alors je cite toujours l'exemple de l'ancien Premier ministre Hariri du Liban, qui n'était plus Premier ministre lorsqu'il a été tué dans un attentat terroriste à Beyrouth. Eh bien, aussitôt l'ONU a exigé et obtenu la constitution d'une commission internationale d'enquête pour élucider l'attentat contre un ancien Premier ministre. Et là, fait unique dans l'histoire, 2 présidents de la République ont été en exercice, ont été éliminés. Aucune enquête. Le tribunal international pour le Rwanda n'a pas travaillé sur ce dossier. La première procureure a voulu le faire et il y a eu des pressions américaines pour qu'elle ne le fasse pas. Donc il n'y a eu aucune enquête sur, à part des individus qui ont pu, des journalistes ou des gens comme Onana ou autres qui ont fait des bouquins là-dessus, mais sinon il n'y a eu aucune enquête officielle diligentée, à part bien sûr là aussi ce qu'a voulu faire le juge Bruguière en France, puisqu'il y avait 3 citoyens français morts dans l'avion, donc le juge Bruguière qui dirigeait le pôle antiterroriste a diligenté une enquête. Bon. Mais il n'a pas pu enquêter sur place. À ce moment-là, c'est toujours le président Mitterrand qui était en... Oui, alors, c'est très important ce que tu soulignes là, parce que, Raymond, parce que la France venait d'entrer en cohabitation. Donc il y avait Mitterrand et il y avait Balladur comme Premier ministre. Et Balladur, pendant la campagne qui a conduit aux élections législatives, s'était opposé à la présence française au Rwanda, à la présence militaire. Donc Balladur, Premier ministre, n'était pas favorable au maintien, pas au maintien, mais à l'action de la France dans cette affaire bien compliquée. Alors que Mitterrand, par amitié, il avait noué des relations quand même assez amicales avec Habyarimana, Mitterrand souhaitait donner un coup de main autant que possible à Habyarimana. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il y avait déjà, côté français, des dissensions. Mais pire, au sein du Parti socialiste, le parti de François Mitterrand, le Parti socialiste était divisé entre les pros, bon, les partisans de Mitterrand, et donc des efforts de la France au Rwanda, et
des gens qui étaient plutôt favorables à Kagame. Ça existait déjà à l'époque. Donc il y a eu une division au sein du Parti socialiste. Pire, au sein de la diplomatie française également. La France avait une ambassade à Kampala, une ambassade à Kigali. L'ambassade de Kigali envoyait des rapports au Quai d'Orsay sur ce qui se passait, c'était eux les mieux informés, mais l'ambassade de Kampala en envoyait également. Mais à Kampala, l'ambassadeur et son staff étaient en contact naturellement avec les gens du FPR qui étaient présents à Kampala. Donc ils envoyaient des messages, un autre son de cloche. Donc même au sein de la diplomatie, il y avait des débats au sein de l'appareil diplomatique français sur ce qu'il fallait faire. Donc la France était divisée, non seulement à cause de la cohabitation, mais aussi, pour les raisons que je viens d'indiquer, la division au sein du Parti socialiste et au sein du Quai d'Orsay. Tandis que chez les Américains, il n'y avait pas de division du tout. À Arusha, les témoins ont indiqué que l'ambassadrice américaine coachait littéralement, chaperonnait littéralement la délégation du FPR en leur disant ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils devaient dire ou ne pas dire. C'était leur proxy à eux, quoi. Alors que les délégués français, c'était qui? C'était l'ambassadeur de France à Dar es Salaam, qui connaissait mal le dossier rwandais, et le colonel Robardet, officier de gendarmerie qui a fait la préface de mon livre « Rwanda, 25 années de mensonges », qui était, au titre de la coopération judiciaire avec le Rwanda, il formait des officiers de police judiciaire au sein de la gendarmerie rwandaise. Donc c'est lui qui s'est retrouvé envoyé à Arusha pour, dans le cadre de la délégation rwandaise, du gouvernement rwandais à Arusha. Donc les Américains ont mis le poids qu'il fallait, les Français ne l'ont pas fait du tout à l'époque.